Pour ceux qui nous connaissent pas, en fait, on existe depuis 2015 et on est un intégrateur d'innovation en santé avec aujourd'hui, quand on a fait le compte, plus de 80 entreprises qu'on a accompagnées. L'idée pour nous, c'est de construire l'environnement favorable au succès économique des innovations dans la santé. Et donc, évidemment, dans l'environnement favorable, au-delà d'une localisation à l'hôpital, de cette connexion très proche avec le monde du soin, avec les médecins, on est vraiment dans une démarche d'amener finalement cette expérience, alors qu'on va travailler différemment, hein, parfois avec des expertises sur mesure, parfois avec, on va dire, de la mise à disposition d'experts, avec des programmes d'éducation, mais aussi ce que va faire Gilles ce soir qui est essentiel, c'est-à-dire de partager l'expérience, de partager les difficultés et surtout la façon dont on a réussi à les traverser et à finalement développer un produit de santé de façon absolument remarquable. C'est facile pour moi de le dire, Gilles, parce que je crois que ton parcours et le projet d'Acticor sont extrêmement inspirants pour beaucoup. Et en tout cas, je te remercie à titre personnel et évidemment au nom de l'Alliance d'accepter cette discussion ce soir et d'être aussi transparent sur les difficultés que tu as pu rencontrer et surtout dépasser. Et donc, merci infiniment d'être là avec nous. Écoute, vous m'entendez bien? Oui. On t'entend très bien. Très bien. Bon, ben merci à vous de m'avoir invité, puis merci à tous les participants dont je connais un certain nombre et je suis très très content de parler ce soir avec eux. Il y en a que je connais très très bien, il y en a d'autres que je connais moins bien, et le but c'est vraiment effectivement de vous faire partager ce qu'on a vécu dans Acticor en termes de financement. Et quand Julie m'a proposé, je me suis dit mais j'ai rien à raconter. Et puis finalement, j'emploie finalement. C'est vrai que on s'est dit comment on a réussi finalement à financer Acticor. Et ce pourquoi finalement, je vais commencer par là, c'est parce que, comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous le savent, quand j'ai co-créé Acticor, puis quand j'en ai pris la direction en 2014, je connaissais un certain nombre d'investisseurs en capital risque et bon, je savais que ce serait pas facile, mais je suis allé les voir de façon formelle ou informelle, et la réponse que j'ai obtenue, c'est non mais faire un médicament dans l'accident vasculaire cérébral, ça n'est pas possible, n'y pense même pas. Pourquoi? Parce que les investisseurs, et j'ai pas de souci pour le dire, sont quand même des gens assez grégaires, même si ça va pas leur plaire que je dise ça, c'est-à-dire qu'il y a des modes, et l'accident vasculaire cérébral ou le cardiovasculaire en général n'était absolument pas à la mode, et la raison essentielle, c'est que l'accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie que tout le monde connaît, malheureusement, mais dans laquelle il n'y a aucun médicament qui a été enregistré depuis plus de 20 ans. Il n'y a qu'un médicament qui est un inhibiteur plutôt un tissu plasminogène activateur, qui est un médicament qui a été une protéine qui a été synthétisée par Genentech, et qui aujourd'hui est marketée par Genentech Roche aux États-Unis, au Canada, par Boehringer dans le reste du monde. Mais c'est vraiment la seule molécule qui est enregistrée dans le stroke, et dans une pathologie dans laquelle il n'y a pas de médicament. Eh bien, et surtout, il y a beaucoup d'échecs,
personne n'a envie d'y aller, d'autant plus que quand on s'est créé, la société a été créée, Acticor a été créée fin 2013, mais on s'est réellement mis en marche en 2014, et en 2014, il y a eu un échec retentissant dans le stroke avec Lundbeck, qui avait acheté une molécule à Bayonne. Je ne sais pas si vous, pour les plus anciens, si vous vous rappelez de cette biotech. Et cette molécule a échoué en phase 3 alors qu'elle était censée, dans tous les market research, tirer, je dirais, le marché de l'accident vasculaire cérébral avec une nouvelle molécule. Et l'échec en phase 3 a été extrêmement rude, et tout le monde m'envoyait cet échec dans la figure en me disant mais développer un médicament dans l'accident vasculaire cérébral, c'est totalement irréaliste, irresponsable, et tu ne financeras jamais. La raison de ces échecs, pour ceux qui sont moins familiers avec la pathologie, c'est que l'accident vasculaire cérébral, il y en a deux sortes. Il y a l'accident vasculaire cérébral ischémique, qui est une thrombose d'une artère cérébrale, ou une thrombose ou une embolie, et puis l'accident vasculaire cérébral hémorragique, qui est donc une hémorragie cérébrale. Le premier représente 80% des accidents vasculaires cérébraux, mais ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que l'accident vasculaire cérébral ischémique peut se transformer en hémorragique, que l'altéplase, qui est le médicament qui a été développé par Genentech, a une fenêtre d'utilisation qui est très courte, 3 heures aux États-Unis, 4h30 en Europe et dans le reste du monde, c'est-à-dire qu'au-delà de 4h30, après le premier symptôme, ou au-delà de 3 heures aux États-Unis, eh bien, on considère que le risque d'hémorragie cérébrale est important, et que l'AVC ischémique va se transformer en AVC hémorragique. C'est ce qu'on appelle vraiment la transformation hémorragique. Et ceci est bien entendu le facteur limitant et la raison pour laquelle aucun antiagrégant plaquettaire n'a été développé dans cette pathologie, et aucun anticoagulant ne peut être réellement utilisé dans cette pathologie à cause de ce risque d'hémorragie cérébrale. Donc c'est vraiment une pathologie qui est très fréquente, c'est à peu près 150 000 AVC par an en France, donc c'est une incidence qui est très très importante, qui laisse plus de 50% de handicap, donc c'est une pathologie grave, et c'est une pathologie qui paradoxalement n'a qu'un seul médicament, qui est l'altéplase, et qui a la réputation de faire saigner quand ce médicament est donné trop tard. Donc, franchement, quand j'ai vu ça, quand j'ai compris ça, peut-être que si je l'avais réellement compris avant de prendre la direction de la société, j'aurais plus hésité, mais non, j'aurais pas plus hésité pour des raisons que je vais vous donner après, mais c'est vrai que je me suis trouvé un peu surpris de cette réaction de la part d'investisseurs que je connaissais tous, et qui me disaient non, jamais on financera un médicament comme ça. Bon, il faut dire que l'époque était également pas très en faveur du développement de nouvelles molécules. Comme vous le savez, aujourd'hui, les investisseurs ne sont pas très friands de nouvelles molécules thérapeutiques. La raison, vous la connaissez, il n'y a pas beaucoup de succès en Europe, il y en a encore moins en France, et donc c'est vrai que s'il n'y a pas de modèle, eh bien les investisseurs sont très frileux. On rajoute à ça le fait que je présentais qu'un seul produit, pratiquement qu'une seule indication, même si beaucoup d'investisseurs cherchaient à me faire
trouver une autre indication en me disant mais commence par une indication plus petite, de niche, fais une démonstration, puis après on viendra sur l'AVC. Mais la raison pour laquelle j'étais assez accroché à l'accident vasculaire cérébral, c'est une raison très scientifique. L'anticorps que l'on développe, le fragment d'anticorps que l'on développe, cible une glycoprotéine plaquettaire qui s'appelle la GP6, et cette GP6 est une glycoprotéine plaquettaire très spécifique, qui est le récepteur des plaquettes au collagène, mais surtout à la fibrine et au fibrinogène. Et cette glycoprotéine n'est pas impliquée dans ce qu'on appelle l'hémostase physiologique, c'est-à-dire l'arrêt du saignement normal. Et on connaît quelques familles de patients dans le monde qui ont des déficits en GP6 et qui ne saignent pas. Et donc, quand on saigne, quand on se coupe, on utilise d'autres mécanismes, d'autres glycoprotéines, d'autres voies d'activation plaquettaire. Et quand on inhibe la GP6, eh bien ces voies d'application plaquettaire ne sont pas touchées. Donc en fait, l'idée initiale dans laquelle on n'avait aucune preuve, mais c'était de dire on pourrait développer un antithrombotique, c'est-à-dire inhiber la fixation des plaquettes sur la fibrine notamment, sans risque hémorragique. Et donc comme la principale complication des accidents vasculaires cérébraux, c'est l'hémorragie cérébrale, c'était ça l'idée. Bon voilà, rajoutons dans les choses positives que de formation, comme Pascal le sait, je suis plutôt hémato et que j'avais un petit goût pour la coagulation et l'hémostase, et que je trouvais en fait ce projet assez simple, c'est-à-dire inhiber une glycoprotéine qui est qui se trouve uniquement sur les plaquettes. C'est quelque chose d'assez simple. Après, est-ce que les plaquettes pouvaient avoir un rôle dans l'accident vasculaire cérébral? Ça, c'était une autre affaire. Et puis, dans les points très positifs, c'est que la science venait d'une unité INSERM qui avait travaillé pendant des années sur cette cible. La cible avait été également étudiée pas mal dans une autre unité INSERM à Strasbourg, avec des gens très compétents sur l'hémostase et la coagulation, et j'étais très confiant, je dirais, dans les résultats, au moins in vitro et in vivo chez l'animal qui avait été publié. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai mis ce finalement, parce qu'on a quand même réussi, et je vais vous expliquer comment. Je vois Julie qui veut prendre la parole. C'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est ce que j'allais dire, Gilles. C'est-à-dire que quand tu places le sujet comme ça, à part considérer que tu es un peu zinzin de te lancer dans cette aventure-là, compte tenu en plus de la vision des investisseurs particulièrement, on va dire, opposée, je pense, à ce que tu voulais développer, c'est finalement comment tu as fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors je croise les doigts parce que c'est pas fait, le produit n'est pas sur le marché, mais soyons optimistes. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à financer la société de façon jusqu'à présent tout à fait remarquable? Alors, merci pour ces compliments. C'est pas fini, donc c'est pas fini, et c'est toujours, enfin je vous le dirai, c'est toujours difficile. Alors, on a une fois que j'ai rencontré assez rapidement d'ailleurs les investisseurs que je connaissais et qui m'ont opposé un vrai refus, c'était de me dire mais c'est quand même incroyable que cette pathologie que tout le monde connaît, qui est facilement explicable, une thrombose d'une artère cérébrale ou un embole d'une artère cérébrale, n'importe quel enfant peut comprendre ce que ça va représenter. En plus, la pathologie est fréquente. Malheureusement, on a tous dans nos proches ou dans nos familles ou dans nos amis des gens qui ont été atteints d'un AVC. Donc, comment se fait-il que
on puisse pas lever de l'argent comme ça. Et donc on a eu une idée collectivement avec les fondateurs scientifiques, c'était peut-être la mode à l'époque, de se dire finalement les gens comme nous peuvent comprendre et peuvent adhérer peut-être plus facilement sans voir autant les risques théoriques, je dirais, les risques que j'appelle grégaires. Et donc, on a fait appel à du crowdfunding. Donc, à l'époque, il y avait deux plateformes qui se montaient. Il y avait Anaxago et WeSeed. On les a rencontrées toutes les deux. On a choisi, je serais incapable de vous dire pourquoi, Anaxago. Grand bien nous en a pris, et donc avec Anaxago, on a monté un premier plan, pas très ambitieux. Je me rappelle qu'on voulait lever, je crois, 500 ou 600 000 euros. Anaxago nous a dit oh là là, c'est beaucoup d'argent, bon, mais on est d'accord, on va lancer une campagne. On avait, au bout de quelques semaines, on avait réuni 400 000 euros, et Anaxago, qui a été très professionnel à ce moment-là, nous a dit ah ben non, mais vous avez fait un business plan, même si c'était vraiment très préliminaire, vous aviez besoin de 600 000 euros, on va pas clore le tour. Donc là, j'étais un petit peu désespéré. Je me suis dit, bon, c'est pas plus facile de s'adresser au public. Et donc, j'ai trouvé deux business angels que je connaissais et que certains d'entre vous connaissent ou ont connu, qui m'ont dit, non mais attends, pour 100 000 euros de plus, on va t'aider. Et puis, une association de recherche en hématologie à Strasbourg a également mis 100 000 euros, et donc on a bouclé un premier tour de table de 600 000 euros, et c'est ça qui nous a permis vraiment de commencer. Donc voilà un peu le départ, et ensuite, mais je le dirai plus tard, mais je pense que ce qui est important quand on commence comme ça, et quand on sait que l'argent est aussi difficile, c'est de prendre tout l'argent qui passe. C'est-à-dire que, bon, en ayant convaincu deux business angels, il y en a un troisième que j'ai rencontré, mais totalement par hasard, et que j'ai essayé même de décourager en lui disant mais vous savez c'est quand même très risqué, on est tout au début, etc. Bon, et il a rajouté je sais plus 75 000 ou 75 000 euros, et donc j'ai réellement pris tout l'argent qui passait pour, disons, avancer. Les premières étapes, c'était humaniser notre fragment. La deuxième étape, ça a été de sélectionner le meilleur système d'expression. On est vraiment parti, pour ceux qui connaissent la science, on est vraiment parti d'un anticorps murin, et on l'a humanisé. On a choisi le système d'expression entre une CHO, des bactéries, des levures. Ensuite, on a choisi le manufactureur, et à chaque fois, je disais, bon, voilà, je vais à telle étape, et cette étape-là me permettra de dire qu'on a avancé et qu'on a créé de la valeur. Bon, je vous passe tous les détails. À partir de ça, c'était l'année 2015-2016. Puis en 2016, il y a un investisseur italien que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Mediolanum, que j'ai rencontré dans un congrès de partnering. Ça aussi, on pourra en parler dans les recettes. J'ai vraiment écumé tous les congrès de partnering possibles et inimaginables pour rencontrer un maximum de gens, pas forcément en ciblant tous les investisseurs, mais en ciblant les industriels, les CRO, les CDMO, les consultants, etc. J'avais 15 rendez-vous par jour pendant les 3 jours du congrès. Et donc, j'ai réussi comme ça à lever un peu d'argent de nouveau avec Anaxago. On a fait un deuxième tour, puis après on a fait même un troisième tour avec Anaxago. Ils ont amené près de 2,5 millions dans la société.
Mediolanum, donc l'investisseur italien, est rentré. Et puis, en 2017, j'ai réussi à convaincre un investisseur que je connaissais très bien, mais qui ne voulait pas rentrer, qui était Go Capital, Carista, et qui a mis un tout petit peu d'argent, un petit peu forcé. Et puis ça a été le début quand même de levées de fonds successives. En 2018, on a fait rentrer un investisseur belge, Newton Biocapital, un Chinois, un Coréen. Entre-temps, on avait fait une toute petite augmentation de capital avec un fonds russe. Voilà, donc j'ai vraiment cherché à chaque... Enfin, j'ose pas vous le dire, j'ai fait plus de 15 augmentations de capital. Donc, à un moment, un de mes investisseurs, un de mes actionnaires m'a dit « Ah, mais tes avocats doivent être très riches. » Oui, effectivement, j'ai laissé beaucoup d'argent à nos avocats. Je ne sais pas s'ils m'entendent, enfin, de toute façon, ils le savent. Je m'en plains suffisamment, mais j'ai fait plus de 15 augmentations de capital jusqu'en 2021, où en 2021, j'entendais toujours le même refrain, c'est-à-dire non, l'accident vasculaire cérébral, c'est trop risqué. La BPI me répète à envie tous les fonds que l'accident vasculaire cérébral, c'est trop risqué, qu'ils ne peuvent pas venir. Nos amis de Sofinova et d'Andera, pareil. Andera a quand même fait 2 due diligence approfondies pour me dire à chaque fois non, mais finalement c'est trop risqué. Donc voilà, on a fait une introduction en bourse en novembre 2021 qui n'a pas été très brillante puisqu'on voulait lever 30 millions, on a levé 15 simplement, dont 10 de nos actionnaires historiques. Mais voilà un peu je dirais l'aventure capitalistique d'Acticor, qui a été donc plus de 15 augmentations de capital, et au total, on a quand même réussi à lever pratiquement 70 millions, dont 60 en equity, je dirais, et 10 en non dilutif de concours ou de subventions. Voilà un petit peu pourquoi le finalement et comment on a réussi à financer Acticor. Bon, c'est pas mal. Est-ce que tu penses, au-delà de rendre riches tes avocats, que tu aurais pu faire différemment? Est-ce qu'il y a il y a des sujets sur lesquels tu as eu du mal versus, j'en sais rien, versus d'autres situations? Parce qu'effectivement, 15 augmentations de capital en une dizaine d'années de vie, ouais, c'est ça, c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment et comment est-ce que pour l'écosystème on pourrait essayer de le travailler, quoi? Je ne sais pas si j'aurais pu faire différemment. La leçon que je tire de ça et que je dis souvent à des entrepreneurs qui me disent on a besoin de 10 millions, on a besoin de 20 millions, je leur dis bon, bien sûr, c'est effectivement ça votre besoin, mais soit vous avez un investisseur avec des poches profondes qui peut, un ou plusieurs, qui peuvent mettre cette somme-là, et dans ces cas-là, tout va bien. Il y a quand même, faut le dire, il y a quand même en France un certain nombre et d'investisseurs et de sociétés qui réussissent à faire des beaux tours de table. Soit pour des raisons de très early stage, de difficultés de compréhension du marché, de difficultés de compréhension du projet, soit vous n'arrivez pas à lever la somme d'argent que vous voulez d'un coup, et je pense que, enfin ça je le crois profondément et je le referai, je pense que la crédibilité, elle s'acquiert step by step, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut créer un petit peu de valeur, il faut bien peser les études que l'on veut faire et réfléchir à la façon dont elles vont être vues
par le futur investisseur. C'est-à-dire que je dis souvent, on a besoin d'1 million pour faire une étude de toxicologie. Ça n'a aucune, pour moi, ça n'a aucune valeur parce que une étude de toxicologie, bien sûr, on sait qu'elle sera négative. Enfin, c'est ce qu'on cherche et on n'aura pas le fait de dire bah, notre produit n'est pas toxique, ça n'a pas créé de la valeur. Par contre, l'étape d'après, qui est très proche, qui est de dire on a l'autorisation de rentrer en phase 1, ça a de la valeur. Donc, il faut vraiment réfléchir à des milestones créatrices de valeur, parfois surprenantes, hein, il faut pas hésiter, parfois surprenantes, plutôt que de vouloir dérouler un plan académique dans lequel on a forcément besoin de 5 millions ou de 10 millions alors qu'on les trouvera pas. Et peut-être qu'une étude de 100 000 euros ou 200 000 euros va complètement changer la vision que les investisseurs auront. Alors de temps en temps, ça marche pas. Hein. Pour nous, on nous a reproché jusqu'en 2018. Jusqu'en 2018, on nous a reproché de ne pas avoir de modèles animaux qui étaient de modèles animaux de type AVC. Bon, or, c'est un anticorps. La GP6 est une glycoprotéine spécifique d'espèce, et donc on n'avait que deux solutions. On avait une souris humanisée, la souris, c'est un peu petit pour faire un accident vasculaire cérébral et surtout pour la traiter en perfusion de façon pertinente, ou le primate. Et évidemment, chacun d'entre vous sans doute, faire une étude de type créer un AVC chez le primate, il n'y a pas beaucoup de gens qui, d'abord, qui ont envie, d'autre part, qui éthiquement l'acceptent. Voilà. Et donc, on me reprochait, tous les investisseurs me demandaient, oui, mais tu n'as pas un modèle qui montre que ta molécule pourrait marcher sur un modèle d'AVC. Et donc, finalement, en 2018, on est allé au Japon. J'avais trouvé une université qui savait faire ce modèle-là. Créer un accident vasculaire cérébral chez le primate, traiter le primate une fois qu'il a son AVC, anesthésier pendant 6 heures, puisque notre perfusion, c'est une perfusion de 6 heures, et voir les résultats. Bon, donc finalement, cette étude-là, qui ne nous a pas coûté grand-chose, mais enfin, un peu d'argent, on l'a faite, et elle n'a pas donné le résultat escompté. Mais j'ai cédé aux investisseurs qui me demandaient absolument ça. Et quand je leur ai montré le résultat, on a tous regardé, c'était bof. Et je suis même allé au Japon à la fin avec mes chercheurs pour comprendre pourquoi les résultats étaient aussi peu intéressants. Et on a compris que le modèle n'était pas du tout plaquette dépendant, GP6 dépendant, etc. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a un sujet extrêmement important pour moi, qui est de créer de la valeur à chaque instant, et de se dire, il vaut mieux lever 200 000 euros avec des business angels et leur montrer qu'on a atteint quelque chose qui a fait progresser le projet, plutôt que de se dire, non, 200 000 euros, non, je vais pas prendre 200 000 euros, je cherche 2 millions, ça sert à rien. Donc ça c'est vraiment pour moi, surtout dans les temps actuels, qui sont quand même des temps durs pour les entrepreneurs, je pense que c'est un point important. Après, c'est ce que je racontais aux étudiants à l'époque où je faisais encore des cours. Le triptyque très très classique, c'est un projet, un marché, une équipe. Le projet, il faut vraiment que le projet, il faut le ciseler comme, je suis pas joaillier, mais il faut le polir comme un diamant, de telle façon qu'il soit extrêmement attractif, avec le plus, je dirais, de montrer le plus d'intérêt et de raison sur le projet. Bon, je passe bien sûr sur les brevets,
Ça aussi, c'était un des aspects au début. Les brevets de l'INSERM avaient déjà 15 ans quand on a créé la société. Donc, l'enjeu, c'était de redéposer un nouveau brevet. C'est ce qu'on a réussi à faire et il vient d'être délivré en Europe, aux États-Unis et dans tous les pays du monde. Donc, on est très content, même s'il est plus restrictif. Voilà. Donc, le projet, il faut le ciseler et il faut que les gens le comprennent. C'est-à-dire que je vois souvent des projets de création de société où moi-même j'ai du mal à comprendre le projet. Euh, qu'est-ce que c'est la valeur de ce projet, à quoi il va servir, et surtout comment on va comment on va comment on va au bout de ce projet et quel est le produit qui est à la fin de ce projet. La deuxième chose, c'est le marché. Bon, ça, le marché, tout le monde le sait. C'est, je dirais, le point le plus simple. Bon, dans l'accident vasculaire cérébral, j'avais pas de souci à expliquer que 150 000 AVC en France traités par un seul médicament, si on améliore ce médicament, le marché, il existe. Et puis le troisième point qui est important, c'est l'équipe. C'est-à-dire que en Europe, on dit souvent le trépied d'une start-up, c'est un projet, un marché, une équipe. Aux États-Unis, c'est une équipe, une équipe, une équipe. C'est-à-dire que je pense que les hommes sont importants et il faut aussi montrer aux investisseurs que l'équipe que l'on met autour du projet, c'est une équipe de personnes qui vont être capables effectivement d'adresser ce que l'on dit. Dans Acticor, par exemple, j'ai, alors ça va pas plaire à beaucoup, mais j'ai systématiquement tourné le dos à la recherche. C'est-à-dire que mon souci, c'était de développer un médicament. Et voilà, je ne voulais absolument. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai refait de la recherche et on a fait travailler les équipes INSERM, etc. Mais on n'a pas engagé, de chercheurs. C'est-à-dire que ce que j'ai montré sur le Pérol, c'est uniquement des gens qui étaient capables de développer un médicament, de le faire, de comprendre ce que c'était que le développement d'un biologique. Et je le vois aujourd'hui. Les questions, on avait, je ne sais pas si je peux le dire, oui je peux le dire, c'est public, on avait un scientific advice cet après-midi avec l'EMA. Quand on aborde ce genre de réunion, vous avez en face de vous, même si les gens sont bienveillants, vous avez en face de vous des gens qui sont des réglementaires et qui sont, voilà, quand ils vous disent est-ce que vous avez validé, c'est pas bof, c'est oui ou non. Quand ils vous disent, quand ils vous parlent de statistiques sur une étude clinique, c'est pas approximatif, c'est vraiment montrez-moi le plan statistique, etc. Donc je pense qu'il faut, en tout cas pour les startups qui développent des médicaments, il faut vraiment s'entourer de gens qui savent développer. Et là encore, je vois beaucoup de start-up ou des jeunes sociétés qui ont encore beaucoup un pied dans la recherche. Je ne dis pas qu'il faut pas travailler en amont, mais quand on vise l'aval, il faut être sûr de réussir. Il faut être sûr de réussir l'aval. Après, dans les autres écueils qu'on a surmontés, c'était oui, mais tu n'as qu'un produit, qu'une indication, donc on mise tout sur le 7 rouge, et si on perd, on perd. Ah oui, c'est vrai. En même temps, j'ai eu plusieurs propositions durant ces 8 années. J'ai eu plusieurs propositions j'ai eu une proposition de fusion qu'on n'a pas faite à cause de l'autre. Donc là, c'était pas de notre côté, mais je trouvais que le projet était très complémentaire du nôtre et c'est l'autre qui, au dernier moment, n'a pas voulu le faire. Et puis, j'ai eu plusieurs projets d'acquisition de produits plus ou moins proches, certains très très proches de notre domaine.
Et à chaque fois, on était très tenté parce que on trouvait que ça faisait du sens, que scientifiquement, c'était intéressant, que ça diminuait le risque, etc. Mais à chaque fois, on s'est arrêté, et on s'est arrêté pour une seule raison, c'est la dispersion. C'est-à-dire que je considère qu'on fait un métier qui est, je pense que aucun d'entre vous autour de la table me contredira, qui est très dur. Et si on prend un autre projet, ça veut dire qu'on va diviser, ça veut dire qu'on va diviser les forces, on va diviser l'argent qu'on a sur deux projets, même si on essaye de répartir, c'est jamais ça la réalité. C'est-à-dire que le deuxième projet, vous allez vous dire non, non, je m'en occupe qu'un peu, que je mets 20% de mes moyens sur le deuxième projet. Le jour où le deuxième projet il a un gros souci, tout le monde y va pour résoudre le souci. Donc voilà. Et ça a été la même chose pour des indications. On vient de le discloser là, donc je peux le dire. On a une deuxième indication, enfin on a deux autres indications. On en a une qu'on fait en Angleterre, qui est l'infarctus du myocarde. Mais bon, c'est une équipe anglaise qui développe l'essai clinique et on y participe le moins possible. Et puis on a une deuxième indication qui me tenait à cœur, qui était l'embolie pulmonaire sévère. On avait des leaders d'opinion, on avait un protocole, on avait tout pour démarrer. Et puis à chaque fois, j'ai freiné parce que l'accident vasculaire cérébral nous prenait tout notre temps et qu'on se disait, bon, finalement, on va se disperser, on va mettre des ressources qu'on n'a pas sur ce deuxième projet. Et je pense que c'est voilà. Tout ce que je vous dis là, j'espère que faut surtout pas le prendre comme des recettes, hein, mais juste un partage de ce qu'on a vécu pendant ces 8 ans et voilà où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, juste pour se faire plaisir, aujourd'hui donc la société est en phase 3 dans un essai de 1000 patients, 8 pays européens, plus l'Angleterre, plus Israël, plus les États-Unis. Voilà, et donc ça nous mobilise à 100%. Et c'est vrai que l'étape suivante, après avoir eu des bons résultats l'année dernière, puisque on avait une étude de phase 1-2 qui devait nous donner que des résultats de tolérance, et en fait on a pu montrer des résultats d'efficacité, ou même si ce sont des résultats préliminaires, ils étaient statistiquement significatifs, donc on a réduit les hémorragies cérébrales et on a réduit la mortalité. Donc on est très très fiers de ce résultat. Et c'est vrai que là, l'ADN de la société a encore de nouveau changé. C'est-à-dire que depuis 8 ans, on cherchait une preuve d'efficacité et aujourd'hui, on cherche l'enregistrement. Et ça, c'est une autre aventure. Par exemple, sur le plan de la CMC, je disais toujours, non, on en fait le minimum pour être safe, pour être éthique, mais on en fait le minimum. Et évidemment, aujourd'hui, on est rattrapé par la patrouille parce que pour l'enregistrement, c'est pas le minimum, mais c'est le maximum. Non, mais alors ça, il faudra revenir une fois que tu auras la MM. Et là, on fera une réunion en présentiel, on offrira le champagne qui sera plus que mérité. C'est nous qui offrirons, si ça se passe, c'est nous qui offrirons le champagne. Écoute, on trouvera des occasions de boire, je pense, sans problème pour célébrer ça, très volontiers. Il y a 2 questions qui ont été soulevées dans le chat que je peux te lire. La première, c'était sur 15 levées de fonds, ça prend du temps au CEO. Alors, comment l'équipe est constituée? Je pense que c'était en plus au moment où tu mentionnais ce sujet sur l'équipe. Est-ce qu'il y a justement quelques tips additionnels sur la façon de constituer l'équipe, au-delà d'avoir finalement une expertise industrielle de développement de médicaments, comme tu l'as mentionné. Est-ce que tu as des recommandations sur ce sujet-là? Alors, là, je vais être très humble. Oui, on travaille, c'est tout à fait officiel, on travaille avec Eric Cohen
depuis 5 ou 6 ans. Maintenant, donc il est officiellement le CFO de la société. Donc on est à deux sur toutes ces levées de fonds. Oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. C'est vrai que ça prend sans doute, surtout qu'on n'a jamais eu beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'on a toujours été avec 6 mois de cash ou 9 mois de cash. Oui, ça prend du temps, mais en même temps, c'est pas, peut-être que c'est mon âge qui fait ça, mais c'était pas mon obsession. C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit hier, quelqu'un qui est d'ailleurs dans la salle m'a dit mais vous n'avez pas l'argent pour aller jusqu'au bout. Non, on n'a pas l'argent pour aller jusqu'au bout. Donc, mais ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout. L'argent, on va le trouver. Bon, je ne sais pas comment, mais je pense qu'il ne faut pas perdre l'objectif de vue. L'objectif, c'est quand même le projet. L'argent, c'est le moyen. Donc effectivement, j'ai centré aujourd'hui ce que je vous racontais sur le financement, mais euh, ça n'a jamais été l'objectif de la société. L'objectif, c'est d'avancer sur le projet. Et alors c'est vrai que de temps en temps, on joue les équilibristes, c'est-à-dire que on lance des études dont on n'est pas sûr qu'on va avoir la fin du financement. Mais en même temps, si on ne les lance pas, on perd 6 mois, on perd 1 an, on perd 2 ans. Voilà, donc ça c'est le jeu. Et bon voilà, Eric qui m'accompagne, je ne crois pas qu'il soit sur le call, Eric qui m'accompagne est très, je le dis en toute simplicité, il est très smart et on s'entend très bien et on a été deux pour lever de l'argent. Et ça fait écho d'ailleurs à la question qui était juste après sur quels sont les milestones critiques, notamment sur tout ce qui est sur la partie PK/PD, TOX, enfin en préclinique réglementaire. Est-ce qu'il y a certaines milestones qui sont clés sur lesquelles il faut se concentrer ou de façon générale ou pas? Enfin, moi, j'avais une obsession, mais alors là, tout le monde dans la société, tout le monde le savait. D'ailleurs, il me disait, toi, tu écris les résultats avant d'avoir fait l'étude. Bon, mais j'avais une obsession, c'était l'efficacité. C'était pas l'efficacité, c'était montrer chez le patient quelque chose. C'est-à-dire que tout le reste pour moi était Secondaire, quoi. je vais secondaire, c'est pas tout à fait le mot, mais je vais vous donner un exemple. Voilà, et donc ça a été ça, mais ça a été ça les milestones importants. Donc la première milestone, ça a été d'aller en phase 1 et de montrer que le produit, pour les gens qui connaissent un peu, n'allongeait pas le temps de saignement. Et alors que tous les antiagrégants plaquettaires, tous les anticoagulants, par définition, vont allonger le temps de saignement ou la coagulation. Donc, moi, j'avais ça en ligne de mire. Il fallait que chez le patient, voilà, on n'allonge pas le temps de saignement. Après, évidemment, dans la deuxième étude, ça a été de nouveau la safety, c'est-à-dire qu'on ne provoque pas d'hémorragie cérébrale chez les patients. Donc, oui, je pense que, mais chaque projet là doit être différent. Mais il faut trouver les milestones. Ça peut être des milestones chez l'animal, hein, mais il faut trouver les milestones qui vous font dire que votre projet avance, qu'il a plus de crédibilité après qu'avant. Et c'est là où je dis la tox, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, au deuxième scientific advice, on a eu un premier scientific advice au MHRA en Angleterre, puis on a eu un deuxième scientific advice à l'EMA. Et à l'EMA, j'avais fait une tox avec le produit, bien entendu, mais je n'avais pas fait de tox en combinaison avec l'altéplase. Bon, et tous les consultants réglementaires me disaient
tu es obligé de le faire, c'est les guidelines, tu vas donner en plus de l'altéplase, tu es obligé de faire une tox. Or, on avait fait une étude de pharmacologie chez le singe qui montrait qu'on n'avait pas d'interaction. Et je résistais parce que d'abord, j'avais pas l'argent pour le faire, et deux, je trouvais que ça n'apportait rien. Que je savais que, puisqu'on avait fait une étude de pharmacologie en association, je savais que la tox en association, elle ne donnerait rien. Bon, on est allé à l'EMA, on est allé avec un clinicien, on est allé avec toute l'équipe, et à la question qu'on posait, qui était est-ce que vous acceptez le package préclinique qu'on a pour aller alors là on était pour aller chez les patients. Et donc, évidemment, le toxicologue a levé la main et a dit il vous faut une toxicologie altéplase plus glenzosimab. Et là, j'ai pris la parole et j'ai dit dites-moi à quoi ça va servir. Ça ne va servir à rien, mais c'est obligatoire. Je dis mais attendez, on va sacrifier 60 singes pour un résultat qui n'a pas d'importance, dont on sait qu'il sera négatif et qui ne changera rien à la vision que vous pouvez avoir ou que je peux avoir sur le plan scientifique et médical de ça. Bon, et voilà. Et au bout d'un quart d'heure, le toxicologue disait toujours non, et le reste du panel a dit oui, on est d'accord. Bon. Puis après, je me suis fait rattraper par la FDA. Non, mais alors justement, ça fait écho avec l'un des Qui l'a exigé. Bon, donc on l'a finalement, fait. tu l'as fait. Non, mais parce que pour le coup, c'est comment tu gères. Je l'ai fait 2 ans. Je l'ai fait 2 ans après. Oui, donc finalement, tu as pu, entre guillemets, optimiser de la trésorerie par une Absolument. négociation qui a été bien menée et en tout cas documentée par la qualité scientifique. Donc c'est aussi, je pense, un message important d'être capable de tenir une position si elle est cohérente d'un point de vue évidemment bénéfice-risque dans le cadre du développement d'un produit. Et justement, comment est-ce que tu gères les mauvaises nouvelles ou les difficultés? Je pense notamment vis-à-vis des investisseurs et dans ces contextes de levée de fonds un petit peu fractionnés. Ben, je dirais qu'on a eu la chance de ne pas avoir trop de mauvaises nouvelles. Et puis, pour ceux qui me connaissent, je suis assez transparent. Donc, voilà, les mauvaises nouvelles, je les gère comme les bonnes, c'est-à-dire je les annonce et je les explique. Et bon, mais on a eu aussi beaucoup de chance, hein. Je dis souvent, l'échec et le succès dans nos métiers, il est très très proche, hein. Donc on peut tomber d'un côté ou on peut tomber de l'autre, alors qu'on a bien travaillé, alors qu'on a bien fait les choses dans les deux cas. Donc mais bon, c'est vrai que les mauvaises nouvelles, on en a eu, hein, on en a eu. Mais bon, on les a annoncées, on a essayé de les expliquer, on a essayé de comprendre pourquoi elles arrivaient. Après, on fait un métier qui est très difficile, hein, c'est-à-dire qu'un médicament, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, hein. Donc, je me rappelle, il y a beaucoup de collègues dans la société, pour les plus anciens, on avait fait tout début en 2016, 2 ans, 1 an ou 2 après la création, on avait fait une réunion scientifique avec des cliniciens du stroke et on leur avait présenté le produit, mais à ses débuts, ça avait été une réunion horrible. C'est-à-dire que je me rappelle d'un Allemand qui m'a dit mais je comprends pas à quoi peut servir votre médicament. Et il avait pas tort. Il me disait bon voilà, dans un accident vasculaire cérébral, le thrombus est constitué, l'artère est bouchée. Expliquez-moi pourquoi un antiplaquettaire va déboucher une artère. Non, non, elle ne va pas la déboucher, mais on pense que, bon, voilà, je ne savais pas à l'époque ce qu'on pensait réellement, mais en tout cas, on s'est pris une grande claque d'incompréhension de la part de gens. Bon, et puis on a quand même poursuivi.
Mais on se prend des claques de temps en temps. Ouais. Et donc finalement, c'est en termes de message. Moi, j'ai noté le sujet incrémental, euh, donc d'y aller progressivement et d'être humble, Ouais, d'avoir ce sujet qui est très focalisé sur la valeur. Toi, tu mettais en avant évidemment l'efficacité avec ton prisme. Et je pense que chacun peut avoir ensuite une valeur différente à développer sur les différents projets. Il y a aussi, je pense, une capacité de résilience et une conviction intime que c'est ouais, la bonne voie ouais, que tu as vraiment comme ça ouais. déployé de façon, je pense, très puissante. Et c'est finalement tout l'enjeu en tant que dirigeant d'avoir cette capacité à dire, mais si, c'est là que je vais. Et c'est probablement aussi ce qui attire les investisseurs à tes côtés. Ouais, ouais, ouais. Je pense que les deux mots, c'est effectivement persévérance et résilience, surtout en ce moment où il est difficile de trouver de l'argent. Et puis je vais vous raconter une anecdote qui est très ancienne. Quand j'avais créé BioAlliance, j'étais allé voir Laurent de Gauss pour les plus anciens. Laurent de Gauss était un hématologue. Bon, j'avais été à l'hôpital avec lui quand je faisais mes études et je lui présente BioAlliance et bon, il faisait bof bof. Et puis à l'époque, il était, je pense, président du conseil scientifique de Genset, qui était la star du moment. Et tout d'un coup, il me dit, mais tu sais, une start-up, alors moi, c'était la première fois que je créais une boîte, il me dit, une start-up, c'est comme une Formule 1. Ah, je dis, ah bon? Il dit, tu peux ralentir, tu peux faire un tête à queue ou deux, mais tu n'as pas le droit de t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu cales et la voiture ne redémarre pas. Et ça, cette image m'est restée, même quand on fait un petit tête à queue et qu'on n'a pas d'argent et qu'il faut essayer de ne pas s'arrêter. Voilà. C'est une jolie conclusion. Alors, je sais que Philippe a reposé une question sur la façon dont le dialogue se passe avec l'EMA et la FDA, mais je ne sais pas si c'est très facile de l'aborder en une minute ou deux. De ce que je comprends, Gilles, de ce que tu as un petit peu évoqué, le dialogue est plutôt ouvert. Maintenant, je sais aussi qu'Acticore est une société cotée, il y a peut-être des choses que tu peux pas forcément partager. Est-ce qu'il y a quelques éléments que tu peux quand même... Non, mais les relations, je sais pas ce que recouvre la question. Les relations avec le l'EMA ou avec la FDA, elles sont très formalisées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des demandes de scientific advice, il y a des dates, il y a des calendriers, il y a des périodes, il y a des voilà, il faut rédiger des questions, il faut un briefing book. Ce que je peux dire de façon très générale, c'est que les agences réglementaires, on ne va pas les consulter pour des sujets qui sont écrits dans les guidelines. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander si on a besoin de faire une tox, parce que il faut la faire, donc c'est écrit dans les guidelines. Par contre, on peut aller les voir en disant je propose de ne pas la faire parce que j'ai telle et telle raison. Est-ce que vous acceptez cette position? Voilà. Donc, il faut surtout ne jamais aller pour enfoncer des portes ouvertes ou pour se conforter sur des choses qui sont écrites. Par contre, on peut très bien, il faut jamais non plus leur demander, leur poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire, parce que ils sont pas là pour développer votre médicament à votre place. Donc, ils sont là pour vous dire si ce que vous proposez peut être accepté si c'est un peu en dehors des clous de ce qui est écrit dans les guidelines. Et bon, ils sont plus ou moins réceptifs, mais on a eu des soucis, c'est public. On a eu un hold de la FDA pendant plus d'un an sur l'étude clinique, alors que l'étude clinique commençait en Europe et qu'on avait déjà injecté un grand nombre de patients. On a eu un hold de la FDA parce qu'ils nous ont demandé une étude de tox à une dose supérieure à celle qu'on avait faite pour l'Europe. Donc voilà, donc de temps en temps, n'oublions pas que c'est la police.
Donc, on ne demande pas à la police, si on peut passer dans un sens interdit. Par contre, on peut expliquer à la police que, voilà, pour rentrer dans mon garage, je faisais une marche arrière. C'est une très jolie conclusion, Gilles. Il est 20 heures pile. Merci infiniment. Persévérance et résilience sont les deux maîtres mots Ouais, de ce partage d'expérience. Ça rime en plus. Voilà, merci à tous. Passez une très bonne soirée.